Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Rencontre. Durant une période de 2 mois, la Chine va enregistrer presque 3 milliards de déplacements. Des centaines de milliers de Chinois vont rentrer chez eux pour passer en famille la plus importante des fêtes chinoises, la fête du printemps. Comme toutes les grandes célébrations qui marquent le passage à la nouvelle année, la fête du printemps est un condensé de la culture traditionnelle chinoise, mais aussi un miroir de la société contemporaine. Aujourd'hui, dans notre émission spéciale, nous allons parler de cette fête. Avant de commencer, voyons ensemble ce reportage. La fête du printemps marque le premier mois de la nouvelle année lunaire. Traditionnellement, la fête démarre le 23e jour du 12e mois lunaire et dure jusqu'au 15e jour de la nouvelle année. La fête du printemps, ou Chunjie, est la plus importante des fêtes en Chine. Elle remonte à 4000 ans et possède de nombreux us et coutumes auxquels les Chinois sont très attachés. Des devises parallèles, calligraphiées sur papier rouge, sont collées de chaque côté des portes. On accroche des lanternes, on mange des raviolis jiaozi, on regarde le gala de fin d'année de CCTV, on fait sauter des pétards, on visite amis et relations pour leur souhaiter la bonne année. Bien qu'elle demeure éminemment traditionnelle, la fête du printemps voit aussi l'émergence de nouvelles pratiques. Smartphones et réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour échanger des vœux avec ses amis et collègues ou envoyer des étrennes électroniques. Mais loin d'être dilué dans la modernité, le sens profond de Chunjie reste immuable. La fête du printemps est synonyme de renouveau. Elle permet à tous les Chinois d'entamer la nouvelle année plein d'énergie et de bonnes résolutions. Merci de nous retrouver. Sur notre plateau aujourd'hui, Monsieur Wang Kun, vous êtes sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Et Madame Nazira Tarzuit, vous êtes la présentatrice à la chaîne arabe de CCTV. Merci d'avoir accepté notre invitation et partager ici avec nos téléspectateurs votre expérience de fête. Alors, quand on parle de l'origine de la fête du printemps, pensez-vous qu'il s'agit plutôt d'une fête agricole surtout? Je crois que pour les Chinois, en fait, la fête du printemps, c'est une fête purement agricole, je dirais, parce que les gens commencent à avoir ce genre de coutume, d'occasion de fêter un moment de passage, de changement de l'année, justement parce que les gens respectent un calendrier qui est agricole, qui suivent les saisons, donc les moments de semer les grains, de récolter. Donc le passage d'une année à l'autre annonce l'arrivée du printemps et un autre élan de culture. Donc je crois que les Chinois suivent beaucoup leur temps, leur saison, donc respectent le ciel et leur terre. Donc c'est pour cela que je dirais la fête du printemps est dès l'origine une fête agricole. Madame Tarzuit, y a-t-il eu un équivalent de la fête du printemps dans votre pays, en Algérie? Effectivement, oui. Il y a ce qu'on appelle le nouvel an berbère, que j'appellerai Amazir, je préfère employer le mot Amazir. En nord-africain, pas seulement en Algérie, mais vous avez le Maroc, la Tunisie, la Libye, en fait, de l'oasis de Siwa de l'Égypte jusqu'à Tanja du Maroc. Ça s'appelle Inneir, le nouvel an berbère ou Amazir. Il est agraire aussi, calendaire. Il se base sur le temps, la météo, l'agriculture, parce que les deux sociétés chinoises, si on fait une petite comparaison, des sociétés qui se sont basées pour vivre sur la terre, cultiver la terre et l'élevage de bétail aussi. Mais on voit dans les rituels de la fête du printemps, traditionnellement, il y a aussi des aspects religieux. Lorsque la capacité de la nature dépasse largement la capacité humaine, donc on a naturellement développé cette croyance de la nature, les montagnes, les eaux, les arbres, donc toutes sortes de choses. On voudrait croire qu'il y a un esprit, quelque chose au-dessus de tout ce qui est humain, donc supranaturel existe. Donc cette croyance peut être appelée une religion ou autre, mais en tout cas, les Chinois croient beaucoup de choses de ce genre durant leurs fêtes. Par exemple, ils ont les coutumes de tirer les pétards pour chasser les mauvais esprits, donc de coller les deux parallèles sur leurs portes pour attirer les bonheurs, etc. etc. Donc toutes sortes d'activités de ce genre
symbolisent leurs croyances, dans le temps bien sûr, mais aujourd'hui on respecte les coutumes. Oui, je pense que vous avez raison de l'appeler une croyance plutôt qu'une religion, parce qu'il y a quand même une différence. Voilà. Ce n'est pas aussi strictement organisé comme une religion, une église, oui. parce que ça varie selon les régions. Les gens du nord, du sud, de l'est, ouest, ils ne croient pas les mêmes choses. Oui, et en plus, je pense, ce que les Chinois croient, quand ils font des rituels, entre guillemets, religieux, ce sont les ancêtres. Ce sont vraiment les êtres humains réels qui Oui, il y a toujours une place centrale réservée aux ancêtres. C'est très typiquement chinois. Les Chinois gardent toujours leur respect, une sorte de croyance. Donc les ancêtres, les esprits des ancêtres nous veillent toujours, les descendants, pour aller plus en avant sans trop de soucis, etc. Donc on a cette partie de croyance en pensant que les ancêtres seront devenus les dieux comme les autres dans la nature, en quelque sorte. Vous êtes en Chine depuis 11 ans déjà. Qu'est-ce qui vous intéresse plus dans cette fête? Ce qui est très intéressant dans cette fête, premièrement, je voudrais commenter un petit peu sur ce que notre sociologue ici avait dit. Oui, c'est une religion, parce qu'une religion, on y croit en quelque chose. Donc, croire à un esprit, une force surnaturelle, quand on n'arrive pas à trouver comme un être humain, ça dépasse notre capacité d'expliquer, on dit une force surnaturelle, des esprits. Et de même, pour le nouvel an amazigh, Inaye, on allume les bougies, ici c'est les lanternes, chez nous les bougies, pour accueillir ou bien pour souhaiter la bienvenue aux bons esprits, pour nous ouvrir une nouvelle année fructueuse en agriculture. Oui, le plus intéressant pour moi, c'est la réunion de la famille, de tous les retrouvailles de la famille, surtout ceux qui vivent à l'étranger par exemple. Sinon, même en Chine, dans une autre ville, pendant toute l'année, c'est l'occasion idéale pour se retrouver, pour se réunir et pour mettre l'accent sur le principe union. Et famille qui veut dire le noyau de la société. C'est une question par curiosité. Est-ce que dans la pensée des Amaïques, on croit aussi, il y a aussi une croyance envers les ancêtres ou pas? Oui, bien sûr. D'ailleurs, Inaïr, le nouvel an amazigh, si la continuation de célébrer ce nouvel an, c'est parce qu'on y croit à notre origine, croire à nos ancêtres. C'est pour continuer, pour que cette culture, très bien, voilà, c'est pour que ça continue. La préservation de la célébration de cette fête qui est unique, qui est les retrouvailles de la famille. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans les recherches de l'anthropologie, qu'il y a toujours des histoires, des narrations sur l'origine d'une tribu, d'un peuple. On se raconte toujours, on est les descendants des, je sais pas, des oiseaux, des poissons, des dragons pour les Chinois. Mais en fait, c'est très humain, c'est pour les sociétés humaines. On a donc cette tendance, cette envie toujours de comprendre notre origine esprit. Donc on essaie de garder quelque chose légué du passé. Donc ce serait une tradition. Pour la fête du printemps, par exemple en Chine, ça peut être autre chose, les fêtes des danses, des chants dans d'autres tribus. Mais en tout cas, je crois que ça fait partie de la culture de l'humanité, en quelque sorte, qui serait très intéressant de comprendre que non seulement les Chinois fêtent leur fête du printemps, mais les peuples à travers le monde ont leur propre façon de fêter, de marquer cette continuité de vie de génération en génération. C'est-à-dire c'est la nature humaine en fin de compte. On cherche toujours à savoir d'où est-ce qu'on vient. Oui, c'est l'effort pour trouver notre origine qui est un peu universelle, une valeur universelle. Et je voudrais savoir, pendant votre séjour en Chine, vous avez sans doute passé quelques fêtes du printemps avec vos amis chinois. Et comment vous avez senti l'ambiance? Quelles activités avez-vous participé? Je suis venue la première fois en Chine en 2005, mais j'avais des vacances. Pendant la fête du printemps, je rentrais chez moi, en Algérie, ou bien je voyageais un peu partout en Europe. Mais en 2008, en fait, j'avais préféré passer la fête de Nouvel An chinois juste pour savoir comment ça se passe. C'était une atmosphère conviviale, c'était chaleureux, toute la famille. Ça m'a fait rappeler chez moi. Nous, on prépare du couscous. En Chine, les raviolis.
On mettait des petites cacahuètes dans quelques-unes des raviolis. Ça m'a fait rappeler les beignets de ma grand-mère qui mettait des pois chiches. Et quand voilà, et quand l'enfant tombe sur le beignet où il y a le pois chiche, on dit que cette année lui apportera beaucoup de chance. Il va étudier bien, il est déjà à l'école. Voilà, dans le genre. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé aussi le Nouvel An chinois à Iyo, à la province de Zhejiang. Donc c'est un peu dans le sud. C'est un peu dans le sud. C'est différent comment on célèbre, mais la chaleur familiale est toujours la même. Que ce soit au Zhejiang, à Pékin ou chez moi, c'est toujours la même chose. Pendant Noël aussi. Mais quand même, il y a une différence entre les célébrations dans le nord du pays, dans le sud du pays, même entre les villes et les campagnes, n'est-ce pas? Oui, en fait, tout à l'heure, on a parlé de la valeur familiale, donc on accorde beaucoup d'importance à la famille, mais les façons dont on passe la fête, dont on organise la fête est un peu différente, parce que lorsqu'on commence par rappeler que cette fête est une fête agricole, donc cela dépend beaucoup du produit, de la culture. Donc, dans le nord de la Chine, on a une large partie du nord de la Chine qui est une zone culture du blé. Donc, on a une tradition de travailler les pâtes, donc de faire du pain cuit à la vapeur, de faire des raviolis, des nouilles, etc. Alors, dans le sud de la Chine, surtout dans le bassin de Yangtze et encore plus sud, c'est une zone rizière, donc on a beaucoup plus de culture de riz que de blé. Le climat décide. Et donc, beaucoup de choses, ce qu'on cherche à fabriquer, même des nouilles, sont à base de riz. Donc, des gâteaux sont à base de riz. Donc, on utilise beaucoup de sortes de riz glutinants, de différentes couleurs, plus foncées, rouges, pourpres, etc. Donc, c'est toute une autre, je dirais, de gamme de produits qui ont été fabriqués à base de ces produits locaux. Donc, mais en tout cas, donc, quelle que soit la différence des produits, des cultures qu'on trouve sur le lieu, mais l'idée c'est la réunion familiale et on va mettre des bonnes choses sur la table et on va se régaler, donc on va se retrouver, se réunir et de fêter ensemble. Mais pensez-vous que ces dernières années, avec l'évolution de la société, il y a beaucoup de rituels qui ont un peu perdu dans le temps? Enfin, je crois que c'est la façon dont s'organise la société qui a changé, commence à changer parce que notre façon de vie, on s'éloigne davantage avec bien sûr la facilité de transport. On peut voyager de plus en plus loin, on peut choisir une ville où on travaille à 3000 km de chez soi, de chez ses parents, etc. Donc ça nous fait moins d'occasions de rentrer et surtout pendant une période qui est relativement serrée. Donc tout le monde cherche à rentrer par l'avion, par le train, etc. Donc ça fait donc pas très agréable de faire ce trajet. Donc les gens ont commencé à faire d'autres choix, par exemple de voyager à l'étranger. On profite de l'occasion de ne pas rester chez soi, mais plutôt d'aller à l'étranger pour passer une fête, disons, ailleurs, mais exotique, et de découvrir d'autres choses. Donc c'est de plus en plus proche des vacances que de réunions familiales. Donc il y a un changement de mode de vie actuellement dans notre société, bien sûr avec l'enrichissement de la population. Donc petit à petit, on commence à moins penser à faire perdurer notre tradition de faire des raviolis, etc., mais plutôt d'aller découvrir autre chose. Et en plus, on peut manger du ravioli à n'importe quel moment de l'année maintenant. Oui, effectivement, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation de la fête. On commence assez tôt à préparer toutes sortes de nourritures spécialisées pour les fêtes. Donc maintenant, donc les versions congelées sont disponibles dans les supermarchés à travers toute l'année, etc. Donc du coup, ça fait moins, je dirais, rituel. Donc en fait, pour faire des raviolis, ça mobilise toute la famille. Parce que ça demande beaucoup de travail, comme le couscous par exemple. Oui. Donc toute la famille doit se mobiliser. Même les enfants doivent participer à faire des raviolis, à apprendre comment on peut rouler la farce dans la pâte, etc. Donc la famille se retrouve, ils trouvent quelque chose à faire ensemble. Donc c'est un moment de communication, de s'échanger. C'est une ambiance. Voilà, c'est l'ambiance qu'on cherche à créer. Donc, l'intérêt ou la valeur ne se trouve pas dans le produit tout fait,
lui-même, mais plutôt dans le comportement, dans cette occasion créée. Donc tout le monde a mis l'effort pour se retrouver quelque part et de rester un moment ensemble et de créer cette ambiance de fête. Et quel autre constat? Comme il avait dit, je joins ma parole, c'est le plus important, c'est l'union, c'est partager, c'est à faire des choses ensemble, c'est l'union. C'est toujours mettre l'accent sur ça. Et les grands-parents, généralement, c'est eux qui prennent en soin à faire partager cette culture et la faire suivre et continuer pour les petits-enfants et leur raconter comment il faut faire et ainsi de suite. Et aussi, quand il a parlé des vacances, on sait en Chine, nous, parce qu'on vit en Chine, on sait que c'est le seul moment où il y a des vacances de longue durée. Donc, au lieu, et puis il y a le niveau de vie qui a changé en Chine. Donc, on en a. Autrefois, on mange la viande peut-être parce qu'il y avait la famine de part et d'autre. Donc, on mangeait la viande, c'était l'occasion pour réunir la famille et manger la viande, un plat royal. Voilà. Au moins pour une fois de l'année. Hein, une fois par an, oui. Par année. Mais maintenant, cet argent, il est là. On mange de la viande chaque jour, presque, si on veut. Donc cet argent, on l'utilise pour aller voyager, découvrir le monde, ou peut-être aussi visiter de la famille qui sont installées ailleurs que la Chine. C'est vrai. Oui. Donc il y a toujours ce concept. Aujourd'hui, on voit que quand même beaucoup de jeunes quittent leur famille pour travailler dans d'autres villes. Et quand ils rentrent chez eux, on voit que la conversation, le sujet de conversation sur la table de réveillon est aussi dominé par la famille. Par exemple, les parents demandent souvent à leurs enfants quand est-ce que tu vas se marier, et quand est-ce que vous allez avoir un enfant, etc. C'est typiquement chinois. Je crois que c'est étroitement lié avec la transition de notre société. En fait, auparavant, les enfants habitent avec leurs parents dans le lieu d'origine. Alors, il n'y a pas beaucoup de soucis d'organiser la vie, de trouver l'autre partie de sa vie. Et bien sûr, dans le même milieu que les parents, donc les parents n'ont pas à se soucier trop régulièrement de ces questions. Alors que dans les grandes villes aujourd'hui, lorsque la plupart des jeunes pensent à travailler dans les grandes villes, Pékin, Shanghai, Guangzhou, etc., alors ces villes englobent à peu près durant 11 mois de l'année, je dirais vingtaine de millions de personnes qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble. Alors, du coup, tout le monde, enfin la plupart des jeunes sont loin de leurs parents, ils communiquent très peu dans la vie au quotidien et après, une fois rentrés, bien sûr, les parents ont hâte à connaître leur situation et bien sûr cette question de mariage donc revient toujours en premier pour savoir quel est ton état actuellement. Est-ce que tu as une petite amie? Est-ce que tu projettes de te marier dans combien de temps? Je ne sais pas, etc., etc. Donc cette question est donc un peu compressée au moment de rentrer pour une semaine pour passer la fête du printemps. Donc ce phénomène, en fait, cette question devrait être résolue doucement, progressivement dans la vie, au quotidien, dans le passé, est devenue aujourd'hui une question qu'on doit régler dans cette semaine avec ses parents, de décider, donc est-ce que vous acceptez cette fille, est-ce qu'elle est satisfaisante, etc. Et après, on décide quand est-ce qu'on va se marier. Donc ça devient tout un coup, le temps, l'espace est zappé à un moment et un lieu très, très restreint. Donc du coup, les gens se sentent mal à l'aise à ces questions des parents, des proches, de savoir est-ce que tu t'es déjà marié, combien tu gagnes dans ta vie, etc., etc. Donc on se sent un peu gêné par ces questions-là en rentrant pour passer une semaine de vacances, de réunions familiales, de retrouvailles, d'essayer de retisser le lien avec les proches, alors qu'on est bombardé par ce genre de questions. Alors, bien sûr, ça rend désagréable. Je crois que oui, c'est une question, enfin, c'est un phénomène qu'on retrouve dans la transition de société, dans le changement de mode de vie, l'éloignement des gens, etc. Mais je crois que ce n'est pas en soi une question, disons, qu'on peut statistiquement prouver en pensant que de plus en plus de jeunes
seront célibataires dans la vie. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais justement, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que ça prouve que quand même la situation familiale, c'est un sujet très dominant, enfin, pour les Chinois, pour les... Oui, c'est pour aussi les- une question de les changement de grandes valeur. générations. C'est-à-dire qu'auparavant, cette question fait partie d'une, je dirais, grande décision familiale. Donc on Oui. décide le mariage avec les parents des deux côtés et même la même communauté en pensant que oui, on va épouser la fille de telle famille. Est-ce que la situation sociale des deux familles se correspond, etc., etc. Aujourd'hui, ça devient purement une question privée. Donc la valeur a changé. Les jeunes personnes pensent qu'il s'agit d'une question d'amour. Alors, la question d'amour, c'est individuel. Ça ne concerne pas mes parents, ma personnel. commune. Voilà, c'est très personnel. C'est très privé. Donc, du coup, ces deux valeurs se rencontrent et entrent Deux en générations conflit. qui Deux se générations, confrontent. voilà, se confrontent pour cette question pendant cette période de fête. Donc, ça devient une sorte donc une question dramatisée en quelque sorte. Les jeunes se plaignent beaucoup en ligne dans leurs réseaux sociaux sur cette question. On a toujours été bombardé par ce genre de questions pendant cette semaine, etc. Et on compare un petit peu les différentes régions. Donc c'est devenu une question, disons, qu'on discute en rentrant des phénomène, vacances ouais. de la fête du printemps et les jeunes s'échangent de leur expérience de la semaine passée entre eux dans leurs réseaux sociaux. Et quel est votre constat en tant qu'étranger de la valeur familiale chinoise? De questions des parents quand ils demandent est-ce que vous avez un petit ami, vous allez vous marier, quand est-ce que vous allez avoir un enfant. Attention, hein, vous approchez la trentaine. Après 30 ans, c'est difficile d'avoir un enfant. Tout ça, c'est rappeler que la famille, c'est le noyau de la société, la continuation de la société chinoise et assurer la progéniture de la Oui, famille. c'est ça. C'est ça justement. Moi, quand je vois le 24 janvier, il y a eu sur les infos, sur la CCTV français, un jeune de 33 ans, le Chang Yong, voilà, il commence une course à pied, depuis Shenzhen pour rejoindre sa ville d'origine à Chengdu, faisant une course à pied de 600 km en arrivant vers sa ville natale ou sa ville d'origine à raison de 70 km par jour. Je crois qu'il fait passer un message là, un message très important. Regardez, je suis en train de... Parce qu'il rencontre beaucoup de gens, de coureurs et tout. Et les jeunes, 33 ans, c'est la moyenne. Maintenant, même le mariage, c'est Oui, c'est autour presque de cette c'est l'âge période, de oui, se oui, marier oui, en oui. Chine. Ouais. En plus, avec quand même la politique d'un seul enfant, de l'enfant unique, a changé, heureusement, pour beaucoup de gens. Donc c'est pour faire passer le message que, regardez, je suis en train de parcourir 600 km pour rejoindre ma ville d'origine. L'origine, il y a l'origine, le mot origine qui revient encore. Oui. Ma famille, être ensemble. Bien sûr qu'on a maintenant les moyens de transport, on n'en manque pas. Malgré l'embouteillage qu'on voit dans les gares, Oui. les aéroports et tout ça. Près de 3000 heures de déplacement, c'est pas rien. Mais C'est pas rien, c'est oui. une expression de l'effort personnel, d'essayer de se retrouver. Voilà, c'est comme s'il est en train de faire passer un message à ces jeunes-là qui commencent à déraciner, peut-être ce serait un peu trop fort, mais il y a des jeunes quand même qui n'arrivent pas à comprendre. Donc c'est comme s'il était en train de faire passer le message. Attention, la famille, c'est le noyau, c'est l'origine, c'est la continuation. Vous avez évoqué tout à l'heure la politique de l'enfant unique et maintenant l'abolition de cette politique. En fait, cette politique a certainement changé la structure de la famille en Chine par rapport à la tradition. Et maintenant, l'abolition de cette politique, pensez-vous que cela va apporter encore des changements dans la société, dans l'avenir? Je crois que oui, en fait, pour contrôler le volume total démographique de Chine et éviter trop de crises des ressources naturelles, etc., donc nous avons adopté cette politique à partir de 1980. Et jusqu'aujourd'hui, on arrive à un certain seuil, moment où on devrait soulager un petit peu cette politique pour pouvoir permettre à la population, à cette démographie, de garder sa bonne santé, en quelque sorte, de la structure équilibrée. Alors, pour cette question, en fait,
l'influence de la politique d'enfant unique ou le planning familial, on a toujours ce planning familial, mais bon, on va avoir 2 enfants au lieu d'un dans la famille. Alors cela, bien sûr, a modifié la structure de la famille, c'est-à-dire les grands-parents des 2 côtés, les parents avec un seul enfant au foyer, donc ça fait une structure de pyramide inversée. Donc cela, bien sûr, a apporté des influences sur la culture de la famille. Donc on accorde beaucoup plus d'attention, de valeur à la jeune génération que à la génération ancienne, qui est contraire aux valeurs traditionnelles du culte des ancêtres, respect des personnes âgées, etc. Donc cela a bien sûr apporté des influences, mais quand on a 2 enfants à la famille, je crois que ça va surtout apporter la notion de fraternité, c'est-à-dire qu'au sein de famille, on avait seulement un enfant, il a peut-être des cousins, cousines lointaines, mais il n'a pas de frère ni sœur, donc il est tout seul à grandir, donc il a toutes les ressources de la famille, l'amour des parents, des grands-parents, donc du coup il a une possibilité de développer la tendance égoïste. Mais enfant gâté. Oui, voilà, je enfant suis gâté, le d'accord. petit Je soleil, suis le petit d'accord. roi. Mais avec 2 à la maison, ça va forcément changer cette culture. Donc on doit savoir partager avec ses frères et sœurs et de respecter les générations précédentes, etc. Donc les valeurs traditionnelles vont revenir, bien sûr, dans le futur et avec beaucoup plus de facilité. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de points positifs dans cette politique, à part augmenter le seuil des jeunes. Et on est dans l'année du singe. C'est un signe Oui, un bon zodiaque signe. chinois, Ah, un bon bon signe. signe, très smart, très intelligent. Les statistiques disent que on verra naître pendant cette année 20 millions de petits Chinois avec la nouvelle. Voilà. Oui. Donc c'est une force dans l'économie chinoise. Le revenu de l'individu est pour la Chine aussi. Mais aussi, on voit que maintenant en Chine, quand même, il y a des gens qui hésitent d'avoir un 2e enfant, étant donné la pression sociale qui est sur leurs épaules. Oui, ça coûte cher. Bien sûr, 2 enfants coûtent plus cher qu'un seul enfant. Mais cela dépend parce que ça dépend beaucoup de génération, de l'âge, de la couche sociale dans laquelle on se trouve. Donc je crois que cette question, statistiquement parlant, pour toute la population chinoise, on constatera une nette augmentation de nombre de naissances dans un proche futur, mais je crois que ça va se stabiliser parce que déjà, en fait, pour l'autre partie de la politique planning familiale, on avait déjà soulagé la pression pour les familles ayant des enfants uniques. C'est-à-dire que l'un des parents, lorsqu'ils étaient parents uniques, il y avait la possibilité déjà d'avoir 2 enfants. Donc ce n'est pas un changement brutal. Vous allez passer votre fête du printemps en Chine ou vous allez rentrer dans votre famille? Voyager un petit peu. En fait, ce que je n'ai pas évoqué au début, moi, la culture chinoise, elle m'est pas nouvelle. Ce n'est pas en venant en Chine que j'ai commencé. Dans mes lectures, j'ai été toujours fascinée depuis l'âge de 16 ans. Ah oui. J'ai été fascinée, moi je voulais venir en Chine pour étudier la médecine traditionnelle chinoise. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. À 16 ans, c'était qu'un rêve. J'avais un rêve qui s'appelait rêve chinois. Alors que mes camarades, ma génération, ils rêvaient des États-Unis, des American Dream. Mais moi, c'était la Chine. Et voilà, j'ai exaucé mon rêve et je suis venue en Chine. Mais je suis passée en fait par les sociétés installées en Algérie, les sociétés chinoises, là où j'ai connu beaucoup de Chinois, où j'ai aussi vécu avec eux comment ils célébraient en fait la fête chinoise, le nouvel an chinois. Et cette fois-ci, peut-être, je vais rentrer chez moi pour célébrer avec mes amis chinois, mes ex-étudiants, parce que j'ai enseigné un moment des étudiants chinois qui travaillent en Algérie en ce moment. Alors, merci à tous les deux d'avoir partagé votre expérience de fête avec nos téléspectateurs. Avec plaisir, je vous souhaite bonne année, à vous aussi. Le plaisir était le mien. Bonne année, Sinyankwaila, Asugosem Gez. Je vous souhaite, au nom de toute la rédaction, une très bonne année à vous. À la prochaine.